Desmurget se fait reprocher d'être alarmiste ou d'être un réactionnaire qui n'accepte pas le progrès, qui ne vit pas à son époque, qui diabolise les écrans comme s'ils étaient responsables de tous les problèmes, comme s'ils n'apportaient rien de bon. Comme je le disais dans la capsule précédente, on peut être tenté de lui dire que ce ne sont pas les écrans le problème, mais l'usage qu'on en fait. Et j'ai donné une idée générale de ce qui répond à ça. Dans cette capsule-ci, je vais parler spécifiquement des problèmes posés par les écrans quand ils sont utilisés par des enfants. Et à ce sujet-là, on pourrait arguer que les émissions éducatives ont quand même leur utilité, par exemple. Desmurget fait valoir que les enfants ont besoin d'interagir avec leurs parents. Et à ça, certains vont répondre que de toute façon, les parents ne peuvent pas être continuellement en train d'interagir avec leurs enfants. Alors, dans les moments où l'enfant est laissé à lui-même, ben, quelle différence est-ce que ça peut faire qu'il regarde la télé, qu'il joue à un jeu vidéo ou qu'il utilise une tablette plutôt que de faire autre chose? Quand il joue au bloc tout seul, ou qu'il lit tout seul, ou qu'il regarde un livre d'images tout seul, il n'est pas en train d'interagir avec ses parents non plus. En plus, une émission ou un jeu sur écran peuvent toujours être utilisés comme outil par les parents quand ils interagissent avec leurs enfants. Bon, alors pour ce qui est de la différence entre le fait que l'enfant joue au bloc ou qu'il dessine ou qu'il lise plutôt que de s'adonner à un usage récréatif des écrans, j'ai déjà donné une idée de pourquoi ça fait justement une différence, parce que ce qui implique d'utiliser ses mains ou de faire intervenir sa créativité ou lire sur papier, ça fait quand même une différence par rapport au fait d'utiliser un écran, surtout de façon récréative. Mais justement, en fait, dans la réalité, quel est l'usage que les enfants font des écrans? Et une fois qu'on le sait, est-ce que ces usages-là ont une quelconque utilité pour le développement de l'enfant? Et comment est-ce que cette consommation-là va influencer la réussite scolaire, le développement intellectuel, la santé, que ce soit par le temps qu'elle vole à d'autres activités ou par ses effets directs? Je ne pourrais pas faire le tour de la question dans une vidéo. Disons que je vais en dire un petit bout dans celle-ci. Alors, comme je le mentionnais dans l'introduction du cours, certains apprentissages s'effectuent dans les premières années. En gros, c'est avant 7 ans. Et ces apprentissages-là, ils ne peuvent pas être rattrapés plus tard. On parle des capacités langagières de base, de la motricité et des habiletés sociales de base. L'usage des écrans par les enfants les détourne de ces apprentissages essentiels parce qu'on ne peut pas acquérir ces apprentissages-là avec des écrans et parce que le temps qui est donné à l'écran n'est pas donné à des activités utiles pour ces apprentissages. Vous pourriez vouloir répondre que ces activités-là peuvent être faites en dehors des temps d'écran. Seulement, il y a un nombre limité d'heures dans une journée. Plus de temps d'écran, ça veut dire moins de temps pour des activités constructives. Puis je vous rappelle également que pour ce qui est d'apprendre à utiliser les appareils à écran, ça se rattrape plus tard sans problème. Donc, on ne rendrait pas service aux enfants en leur donnant des tablettes à 3 ans, ni en introduisant les écrans dans les écoles primaires. Desmurget écrit « Les premières années d'existence sont fondamentales en matière d'apprentissage et de maturation cérébrale, ce qui est alors raté parce que les écrans privent l'enfant d'un certain nombre de stimulations et expériences essentielles, se révèlent très difficiles à rattraper. » Un peu plus loin, Desmurget écrit « Ce qui se joue entre 0 et 6 ans influence profondément la vie future de l'enfant.
Au fond, dire cela, c'est affirmer un truisme. C'est stipuler que l'apprentissage ne sort pas du néant. Il procède de manière graduelle par transformation, combinaison et enrichissement des compétences déjà acquises. Dès lors, fragiliser l'établissement des armatures précoces, notamment durant les périodes sensibles, c'est compromettre l'ensemble des déploiements tardifs. J'aime bien la métaphore que Desmurget fait dans le passage suivant. Pour le comprendre, on peut se représenter le cerveau comme une sorte de pâte à modeler dont la texture durcirait graduellement au fil des années. Bien sûr, l'adulte apprend encore, mais pas comme l'enfant. Schématiquement, on pourrait dire qu'il apprend principalement en réarrangeant les circuits neuronaux disponibles quand l'enfant, lui, en construit des nouveaux. Puis il ajoute que c'est à l'aune de ces éléments que le temps accaparé par les consommations précoces du numérique doit être envisagé. Deux périodes sont alors à distinguer. L'une englobant grossièrement les 24 premiers mois enclenche, si l'on peut dire, la pompe. L'autre, s'écoulant ensuite de 2 à 8 ans, marque une claire phase de stabilisation avant l'envolée de la préadolescence. Alors, je reviens sur ce point. Desmurget insiste sur l'importance des interactions familiales pour le développement cognitif des enfants. Mais le problème semble alors être le manque ou l'absence d'interaction, et non pas l'écran en soi. Encore une fois, on peut dire que si les parents, on peut être tenté en fait de dire que si les parents utilisaient des écrans dans le cadre d'interaction avec leurs enfants, ça aurait une valeur pédagogique. Si par exemple ils regardaient des émissions éducatives avec leurs enfants en discutant avec eux, ou s'ils jouaient à des jeux éducatifs sur ordinateur avec eux, encore là en échangeant activement avec l'enfant, il y aurait une valeur pédagogique. Si, comme dirait l'autre avec des si, on va à Paris. Desmurget souligne les problèmes causés par l'usage qui est réellement fait des écrans. Il ne cherche pas à dire que le monde serait misérable si on en faisait un usage idéal. Justement, on n'en fait pas un usage idéal. L'écran pourrait très bien être impliqué dans une interaction entre parents et enfants. Il pourrait, seulement Desmurget rapporte que dans les faits, l'usage des écrans par les enfants de 0 à 2 ans n'implique généralement aucune interaction avec un adulte. Puis interaction, ça ne veut pas dire être assis à côté de lui pendant qu'il regarde quelque chose à l'écran. Ça veut dire notamment lui parler, écouter ses réponses pour répondre à son tour. Desmurget mentionne que la Société canadienne de pédiatrie recommande un usage modéré des écrans chez les petits comme moyen supplémentaire de favoriser le langage et l'alphabétisation des enfants. Cependant, le texte où on retrouve cette recommandation précise que les bienfaits dépendent de la présence d'un adulte avec lequel l'enfant va pouvoir interagir. On y revient toujours, les échanges avec les adultes sont essentiels dans l'apprentissage. Si on ne peut pas nier que l'écran peut être un outil, il devrait être précisément juste ça, un outil. Et la majeure partie du temps où les enfants utilisent des écrans, ils ne sont pas utilisés comme outils dans des interactions avec leurs parents. Les enfants sont laissés à eux-mêmes avec l'écran pendant que leurs parents font autre chose. Maintenant, Desmurget nous apprend quand même que l'exposition répétée à des contenus éducatifs a le pouvoir d'améliorer les compétences basiques en alphabétisation et numération chez des enfants qui grandissent dans un milieu insuffisamment structurant, c'est-à-dire si les adultes, les parents ou autres adultes n'ont pas le temps
de passer beaucoup de temps avec l'enfant, ben ça peut pallier partiellement. Alors, autrement dit, comme je disais dans la capsule précédente, la télévision éducative, c'est mieux que rien. Bon, ça peut constituer un palliatif partiel, permettant, selon Desmurget, l'apprentissage de certaines aptitudes élémentaires du genre compter jusqu'à 10, apprendre les couleurs, apprendre le nom des fruits ou légumes courants, etc. Mais au-delà de ces compréhensions-là, très de base, nous dit Desmurget, je le cite, le prodige s'estompe et la béquille devient inopérante. Alors, pour le dire autrement, une émission comme Passe-Partout peut avoir des vertus, mais elles sont limitées. Elles sont loin de remplacer l'interaction avec des adultes ou encore les activités physiques et les activités créatives. Et petite parenthèse à propos de Passe-Partout. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté d'épisode de Passe-Partout, mais je me souviens qu'on y fait des choses comme montrer des images aux enfants en nommant les objets. On associe des images, quel objet peut être associé à quel objet. C'est sûr que c'est le genre d'interaction qu'on doit avoir avec des petits-enfants pour certains apprentissages de base. Mais le problème quand c'est fait sur écran comme ça, c'est qu'il n'y a pas de réelle interaction. Les fantaisistes qu'on voit à la télé, ils peuvent pas vérifier les réactions de l'enfant, ils ne peuvent pas entendre ce que l'enfant dit et réagir à ce qu'il dit. Alors ce n'est pas vrai que ça peut avoir autant de valeur pédagogique qu'une interaction directe avec un adulte qui est présent. Et j'ajoute, ou plutôt Desmurget ajoute, que si une interaction familiale dans laquelle on utilise un écran comme support a effectivement des bienfaits pour le développement de l'enfant, il demeure que les interactions ont un meilleur potentiel si on ne fait pas intervenir d'écran. Desmurget rapporte cette citation prise dans un texte produit par la Société canadienne de pédiatrie. Même si les écrans peuvent contribuer à l'apprentissage linguistique de l'enfant d'âge préscolaire lorsqu'un parent ou une personne qui s'occupe de lui regarde le contenu avec lui et lui en parle, celui-ci apprend mieux, sur le plan de l'expression et du vocabulaire, lors d'échanges réels et dynamiques avec des adultes qui se préoccupent de lui. Desmurget commente le passage précédemment cité comme ceci. Voilà qui change sensiblement la nature du message, en montrant que les écrans peuvent certes avoir des effets positifs s'ils sont un support d'échange avec l'adulte, mais que l'effet mesuré reste malgré tout significativement supérieur lorsque les écrans ne sont pas là. En clair, les échanges organisés autour d'un écran sont possibles, mais moins riches et nourrissants que les mêmes échanges établis sans écran. Bref, ça semble assez trivial, mais il semble qu'on doive le rappeler. Les enfants, ils apprennent en interagissant avec les autres, pas en regardant un écran. J'imagine que certains vont vouloir dire que si les parents sont toujours occupés, le fait pour l'enfant de regarder des émissions éducatives est quand même mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est un problème si les parents sont toujours tellement occupés que l'enfant a pratiquement jamais l'occasion d'interagir avec eux. Je vous rappelle aussi que le temps qui est alloué aux écrans récréatifs n'est justement pas alloué à autre chose. Et il y a toujours le même nombre d'heures dans une journée. Plus de temps d'écran, ça veut dire moins de temps d'interaction. Desmurget écrit « Même avec la meilleure volonté du monde, il semble diantrement difficile de rejeter l'hypothèse de causalité, sachant par exemple que la présence d'une télé dans une maison effondre la fréquence, la durée et la qualité des interactions familiales.
Ces interactions sont fondamentales pour le développement cognitif du jeune enfant. Certains outils statistiques reposant sur des protocoles dits longitudinaux ont permis d'établir la nature causale du lien observé chez le jeune enfant entre l'accroissement du temps d'écran et l'émergence de retards développementaux. Comme je le disais précédemment, Desmurget considère que l'idéal, c'est de n'exposer les enfants à aucun écran jusqu'à 6 ans. Il écrit « En 6 ans, au-delà d'un monceau de conventions sociales et abstractions faites des activités facultatives comme la danse, le tennis ou le violon, le petit humain apprend à s'asseoir, à se tenir debout, à marcher, à courir, à maîtriser ses expressions, à manger seul, à contrôler et coordonner ses mains pour dessiner, faire ses lacets ou manipuler les objets, à parler, à penser, à maîtriser les bases de la numération et du code écrit, à discipliner ses déchaînements d'émotions et de pulsions, etc. Dans ce contexte, chaque minute compte. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il faut surstimuler l'enfant et faire de sa vie un enfer compulsif. Cela signifie juste qu'il faut le placer dans un environnement incitatif où la nourriture nécessaire est généreusement accessible. Or, les écrans ne font pas partie de cet environnement. Bref, les enfants, ils doivent avoir des contacts humains, ils doivent bouger, expérimenter, manipuler, toucher. Les enfants doivent interagir, développer leur motricité, apprendre à lire, à écrire, à compter, à dessiner, développer leur créativité. Et quand ils sont devant un écran, ils ne font rien de tout cela. Et par ailleurs, les enfants doivent aussi dormir. Or, les écrans nuisent au sommeil, mais je reviendrai là-dessus dans une autre capsule. Pour conclure celle-ci, les écrans dans la petite enfance, ils ont plusieurs effets négatifs et leur absence n'en a aucun. Desmurget écrit « Autrement dit, il n'y a que des avantages à préserver les jeunes enfants de ces outils prédateurs. Dès lors, la barre de l'excès est assez facile à définir. Elle commence à la première minute. Pour les gamins de 6 ans et moins, voire 7 ans si l'on inclut l'année fondamentale de cours préparatoires consacrée à poser les fondations de la lecture et de la numération, la seule recommandation censée tient en 3 mots : pas d'écran.